La puanteur de viande carbonisée imprégnait encore les pierres du château lorsque les derniers cris s'éteignirent à l'aube de 1439. Dans les profondeurs de Machécoul, où la lueur des torches peinait à percer l'obscurité des couloirs souterrains, quelque chose de monstrueux venait de se réaliser. Le baron Gilles de Retz, autrefois compagnon d'armes de Jeanne d'Arc et héros de France, contemplait, les yeux vitreux, le résultat de sa plus récente expérience. Sur la table de pierre, des lambeaux de peau humaine laissaient encore écouler du sang coagulé, tandis qu'à côté, dans des récipients de bronze, la graisse fondue d'enfants commençait à se solidifier. C'était la matière première destinée à ces bougies macabres, l'éclairage qu'il jugeait nécessaire pour communiquer avec les forces des ténèbres. L'odeur douce et nauséabonde de la mort infantile se mêlait à l'encens brûlé lors des rituels sataniques, créant une atmosphère qui aurait fait reculer d'horreur même les démons. Gilles de Montmorency-Laval, baron de Retz, était né en 1404 dans une France déchirée par la guerre de 100 ans, héritant non seulement d'immenses terres et de richesses inimaginables, mais aussi d'une lignée remontant à l'époque de Charlemagne. À 6 ans, déjà orphelin de père, il fut élevé par son grand-père paternel, Jean de Craon, un homme au tempérament violent et aux ambitions démesurées, qui façonna le caractère du garçon par des leçons brutales sur le pouvoir et la domination. Le château de Champtocé, résidence familiale, se dressait comme une forteresse sombre sur la Loire, ses tours gothiques projetant des ombres présageant l'obscurité qui finirait par habiter son héritier. Dès son plus jeune âge, Gilles manifestait une intelligence exceptionnelle, absorbant avec voracité des connaissances en latin, en histoire et en stratégie militaire, au grand étonnement de ses précepteurs. Mais quelque chose de troublant se lisait dans ses yeux bleus, une froideur prématurée qui faisait fuir le regard direct des serviteurs. À 20 ans, lorsqu'il hérita des terres ancestrales, Gilles de Retz était l'homme le plus riche de France après le roi lui-même. Ses possessions s'étendaient sur de vastes étendues de Bretagne et d'Anjou. Ses coffres regorgeaient d'or, et son influence à la cour était incontestable. Grand, de stature noble et aux traits raffinés, il portait sa barbe soigneusement, taillée à la mode de l'époque, et s'habillait de soieries et de velours coûtant des fortunes. Ses mains, toujours parfumées aux huiles orientales, n'avaient jamais connu le travail pénible, et ses longs doigts pâles portaient des bagues serties de pierres précieuses qui scintillaient comme des étoiles lors des assemblées de la noblesse. Quand il arpentait les salons de son château, le bruit de ses bottes en cuir fin résonnait avec une autorité absolue, et tous s'inclinaient devant le jeune baron, incarnant le pouvoir féodal dans sa forme la plus sublime. En 1427, à 23 ans, Gilles rencontra Jeanne d'Arc, la paysanne affirmant recevoir des visions divines et avoir pour mission sacrée de chasser les Anglais du sol français. Quelque chose dans l'intensité mystique de la jeune fille éveilla en Gilles une fascination dépassant la simple curiosité politique. Jeanne parlait de voix célestes avec une conviction électrisant l'air autour d'elle, et ses yeux brûlèrent d'une foi capable de déplacer des montagnes. Pour Gilles, habitué au scepticisme calculateur de la noblesse, cette pureté spirituelle représentait une nouveauté magnétique. Il décida de financer la campagne de la Pucelle d'Orléans de ses propres ressources, équipant des armées entières et devenant le bras droit militaire de Jeanne. Côte à côte, ils chevauchèrent jusqu'à Orléans assiégé, où Gilles fit preuve d'un courage exceptionnel au combat, luttant avec une férocité impressionnante jusqu'aux vétérans endurcis. Pendant les mois où il accompagna Jeanne, Gilles connut peut-être la seule période véritablement lumineuse de son existence. Dans les tentes militaires, à la lueur des feux de camp crépitant dans la nuit, il écoutait les prières ferventes de la jeune fille et ressentait quelque chose proche de la rédemption spirituelle. Jeanne le traitait comme un grand frère, lui confiant les secrets de ses visions et lui demandant conseil sur la stratégie militaire. Il y avait des moments où le baron en vint à croire que Dieu parlait réellement à travers cette paysanne illettrée, et qu'il avait lui-même été choisi pour participer à une mission divine. Après la libération d'Orléans,
lorsque Charles VII fut couronné à Reims avec Jeanne et Gilles à ses côtés, le baron connut une gloire qu'il n'avait jamais imaginée. Il se trouvait alors au centre du pouvoir français, reconnu comme héros national, maréchal de France à 25 ans, avec un avenir brillant s'ouvrant devant lui comme une promesse dorée. Mais en mai 1431, tout s'écroula lorsque Jeanne fut capturée par les Bourguignons et vendue aux Anglais. Gilles, qui se trouvait dans ses terres lorsqu'il apprit la nouvelle, sentit quelque chose mourir en lui. La jeune fille, qui incarnait la lumière divine dans sa vie, était maintenant prisonnière des ennemis, destinée au bûcher pour hérésie. Pendant des mois, il remua ciel et terre pour organiser une tentative de secours, dépensant des fortunes en pots de vin et en complots qui ne se concrétisèrent jamais. Le 30 mai 1431, lorsque les flammes dévorèrent Jeanne d'Arc sur la place du marché de Rouen, quelque chose se brisa définitivement dans l'âme de Gilles de Retz. Des témoins rapportèrent qu'à l'annonce de la nouvelle, le baron resta silencieux pendant des heures, fixant le vide comme s'il contemplait un abîme invisible qui s'ouvrait devant lui. Les mois qui suivirent la mort de Jeanne marquèrent le début d'une transformation terrifiante dans la personnalité de Gilles. L'ancien héros national se retira dans ses domaines, évitant la cour et les obligations sociales qui le définissaient auparavant. Ses serviteurs observèrent des changements inquiétants dans son comportement. Longues promenades nocturnes dans les couloirs du château, conversations murmurées avec lui-même, et une obsession croissante pour les textes d'alchimie et de nécromancie qu'il faisait rechercher dans des monastères lointains. Le baron, qui auparavant s'habillait avec une élégance princière, commença à porter des vêtements sombres, presque monastiques, et sa barbe, jadis soigneusement taillée, devint sauvage et hirsute. Ses yeux, autrefois vifs et pénétrants, avaient acquis une qualité livide, comme si quelque chose d'essentiel s'était éteint au plus profond de lui. La première manifestation concrète de sa nouvelle obsession vint de Francesco Prelati, un jeune clerc italien arrivé au château de Machecoul en 1432. Prelati, à peine âgé de 22 ans, possédait des connaissances approfondies en alchimie, astrologie et arts occultes, ayant étudié des textes interdits dans les bibliothèques secrètes de Florence et de Rome. C'était un homme petit, aux traits délicats et aux yeux sombres, qui semblait renfermer d'anciens secrets. Lorsqu'il se présenta à Gilles, comme étant capable d'invoquer des démons et de transformer les métaux vils en or, il trouva un auditeur avide et désespéré. Le baron, dont les fortunes commençaient à s'amenuiser en raison des dépenses excessives liées au luxe et aux tentatives de rachat de Jeanne, vit dans la magie noire une possibilité de recouvrer non seulement sa richesse, mais aussi le pouvoir surnaturel qu'il avait perçu chez sa vieille compagne d'armes. Sous la direction de Prelati, Gilles fit construire un laboratoire secret dans les profondeurs du château, où les murs de pierre humide étouffaient tout son susceptible de s'échapper vers l'extérieur. Là, entouré d'alambics, de fours, de livres reliés en cuir noir et de symboles kabbalistiques gravés au sol, le baron s'initia aux rituels les plus sombres de la magie médiévale. Les premières expériences impliquaient des sacrifices d'animaux dont le sang était versé dans des cercles magiques, pendant que Prelati psalmodiait des invocations en latin corrompu. Mais, peu à mesure que les démons refusaient de se manifester, les exigences des rituels devinrent plus extrêmes. Prelati expliquait d'une voix douce et hypnotique que les forces infernales réclamaient des offrandes plus précieuses, plus innocentes, plus pures. Il fallait du sang humain, de préférence celui d'enfants, pour que les portes de l'enfer s'ouvrent et dévoilent leurs trésors. La première victime fut un garçon paysan de 8 ans, fils d'un serviteur travaillant sur les terres du baron. L'enfant disparut par un après-midi d'automne 1433, alors qu'il jouait près des remparts du château. Officiellement, on crut qu'il était tombé dans le fossé, ou qu'il avait été attaqué par des loups. Des explications que Gilles s'empressa d'appuyer publiquement, allant même jusqu'à se proposer pour payer les funérailles. Mais, en réalité, le garçon avait été emmené au laboratoire souterrain où Gilles et Prelati accomplirent leur premier sacrifice humain.
Le rituel eut lieu à minuit, à la lueur de bougies noires, le baron vêtu d'une tunique brodée de symboles sataniques. L'enfant, terrorisé et confus, fut placé sur un autel de pierre, tandis que des invocations démoniaques résonnaient contre les murs humides. Lorsque le couteau cérémonial trancha la gorge de l'enfant, Gilles ressentit une sensation de puissance et d'extase qu'il n'avait jamais connue, comme s'il avait enfin trouvé le chemin pour transcender sa condition mortelle. Mais le démon convoqué ne se manifesta pas cette nuit-là, ni les nuits suivantes. Prélati expliquait que les rituels devaient être perfectionnés, qu'il fallait davantage de sacrifices, que la technique n'était pas encore au point. Ainsi, progressivement, les disparitions d'enfants dans la région commencèrent à se multiplier. Des fils de paysans, des orphelins des villes voisines, de jeunes mendiants que personne ne réclamait, tous étaient attirés vers le château par des promesses d'emploi, de nourriture ou d'argent. Une fois à l'intérieur des murs de Machecoul, ils ne reparaissaient jamais. Gilles mit au point un système élaboré pour ces enlèvements, employant des serviteurs de confiance parcourant les villages alentours pour identifier des cibles vulnérables et inventer des prétextes afin de les conduire au château. À mesure que les sacrifices se multipliaient, Gilles découvrit que l'acte de tuer était devenu plus important que les objectifs magiques eux-mêmes. Il y avait quelque chose dans la terreur dans les yeux des enfants, dans le son de leurs cris étouffés par les couloirs de pierre, dans la sensation brûlante du sang coulant entre ses doigts, qui éveillait en lui des sensations indescriptibles. Il commença à prolonger les rituels, expérimentant différentes formes de torture, avant le sacrifice ultime. Les victimes étaient gardées dans des cachots souterrains pendant des jours, nourries et soignées comme de précieux animaux avant l'abattage. Gilles les visitait régulièrement, les observant avec un intérêt quasi scientifique, étudiant comment la peur transformait leurs expressions, comment l'espoir s'évaporait peu à peu de leurs visages juvéniles. Le processus de fabrication des bougies en graisse humaine se développa naturellement à partir de ces expériences. Au départ, Gilles se contentait de brûler les corps dans des fourneaux spéciaux construits sous terre, mais Prélati suggéra que la graisse fondue pouvait être utilisée à des fins rituelles. Selon d'anciens textes qu'il consultait, les bougies faites avec la graisse d'enfants innocents possédaient des propriétés magiques spéciales, étant capables d'éclairer aussi bien le monde physique que le monde spirituel. Ainsi, Gilles commença à développer des techniques minutieuses pour extraire et traiter la graisse de ses victimes. Les corps étaient écorchés avec soin chirurgical, la peau retirée en longues bandes uniformes qui étaient ensuite mises à sécher. La graisse sous-cutanée était soigneusement séparée de la chair, fondue dans des chaudrons spéciaux et filtrée à travers des étoffes fines jusqu'à obtenir une consistance crémeuse et translucide. Le processus complet prenait plusieurs heures et exigeait une précision presque artistique. Gilles, qui auparavant n'avait jamais sali ses mains par un travail manuel, découvrit une aptitude perturbante pour cette tâche macabre. Ses mains, autrefois délicates et parfumées, devinrent expertes dans la manipulation des couteaux d'écorche, développant des gestes précis et économes, maximisant l'exploitation de la matière première. La graisse extraite était ensuite mélangée à de la cire d'abeille et aromatisée avec des épices orientales, créant des bougies qui brûlaient d'une flamme étrangement bleuâtre et exhalaient un parfum doux et nauséabond, masquant partiellement l'odeur sous-jacente de chair humaine. Ces bougies étaient utilisées exclusivement lors des rituels les plus importants, éclairant les invocations démoniaques d'une lumière que Gilles croyait sacrée pour les forces des ténèbres. Entre 1433 et 1440, on estime que plus de 200 enfants disparurent sur les terres contrôlées par Gilles de Retz. Le nombre exact ne fut jamais déterminé, car de nombreuses victimes étaient des orphelins ou des enfants de familles paysannes, sans ressources pour enquêter sur leur disparition. Ceux qui osaient remettre en question le baron étaient rapidement réduits au silence par des pots de vin, des menaces, où ils disparaissaient mystérieusement. Le climat de terreur dans la région était palpable.
Les mères cachaient leurs enfants dès qu'elles apercevaient les hommes du baron, et des chuchotements sur des malédictions et des pactes démoniaques circulaient dans les tavernes, étouffés par la peur. Quelques paysans plus courageux tentèrent d'organiser des recherches sur les terres du château, mais furent chassés par des gardes armés, prétextant des ordres directs du seigneur féodal. Parallèlement au meurtre, la situation financière de Gilles se détériora rapidement. Ses expériences alchimiques engloutissaient des fortunes dans l'achat d'équipements rares et d'ingrédients exotiques importés de contrées lointaines. Prelati l'avait convaincu qu'il fallait des objets magiques spécifiques pour perfectionner les rituels. Miroirs d'obsidienne du Mexique, poudre provenant de momies égyptiennes, cristaux consacrés dans des temples asiatiques, livres manuscrits par des mages arabes. Chaque objet coûtait des sommes astronomiques, mais Gilles payait sans hésiter, persuadé qu'il obtiendrait enfin le pouvoir surnaturel qu'il cherchait. De plus, il continuait de mener un train de vie princier, même dans son isolement, organisant des banquets somptueux pour les quelques visiteurs encore admis, achetant des vêtements luxueux qu'il portait rarement, et finançant des œuvres d'art religieuses dans une tentative contradictoire d'équilibrer ses péchés, par des actes de dévotion. En 1435, contraint par des dettes croissantes, Gilles commença à vendre ses propriétés ancestrales. D'abord les terres les moins productives, puis des châteaux secondaires, et finalement des biens appartenant à la famille depuis des générations. Chaque vente était un coup dur pour son orgueil aristocratique, mais il se justifiait en vantant la promesse que bientôt les démons lui apporteraient des trésors, rendant ses sacrifices insignifiants. Son frère René et d'autres parents proches tentèrent d'intervenir, organisant des conseils familiaux, implorant Gilles d'abandonner ses obsessions et de retrouver une vie normale. Mais le baron accueillait ces interventions avec une froideur croissante, se détournant de quiconque mettait en doute ses activités. La paranoïa s'empara de ses pensées à mesure que les années passaient sans qu'aucun démon ne se manifeste. Gilles en vint à se méfier de tous ceux qui l'entouraient, y compris Prelati, qui commença à suggérer que peut-être les rituels étaient sabotés par des forces divines. L'Italien, percevant que la patience de son mécène s'érodait, intensifia les rituels et inventa des explications toujours plus élaborées pour le échec des invocations. Selon lui, les anges gardiens des enfants sacrifiés interféreraient dans les cérémonies, rendant nécessaire le recours à des victimes encore plus pures ou à des techniques plus extrêmes pour neutraliser la protection céleste. Ces explications ne firent qu'alimenter l'obsession de Gilles, qui se mit à rechercher des enfants encore plus jeunes, en arrivant au point de sacrifier des nourrissons de quelques mois seulement. Les méthodes de torture se perfectionnèrent avec le temps. Ce qui avait commencé comme des meurtres relativement rapides lors de rituels magiques se transforma en une exploitation systématique de différentes formes de souffrance. Gilles découvrit que prolonger l'agonie intensifiait son propre excitation, et il commença à expérimenter des techniques de torture qu'il avait apprises dans des traités médiévaux sur l'Inquisition et la justice criminelle. Certaines enfants étaient maintenus en vie pendant des semaines, torturés progressivement, tandis que Gilles observait leurs réactions avec un intérêt quasi scientifique. Il consignait ses expériences dans des journaux détaillés, notant méthode, durée, réaction des victimes et ses propres sentiments pendant le processus. Le laboratoire souterrain devint une véritable galerie d'horreur dépassant les fantasmes les plus sombres des romans gothiques. Outre l'équipement alchimique traditionnel, Gilles fit installer des instruments de torture médiévaux, chevalets, tenailles chauffées, crampons pour arracher les ongles, fouets à pointe, métalliques. Les murs furent couverts de symboles sataniques peints avec le sang des victimes, et des niches spéciales abritèrent les crânes d'enfants sacrifiés, chacun marqué de la date du décès et de détails concernant le rituel correspondant. L'odeur permanente de la mort, de l'encens et des substances chimiques créait une atmosphère telle que même les serviteurs les plus fidèles évitaient les couloirs menant au sous-sol. Durant cette période,
Gilles développa également une obsession pour les textes religieux, lisant compulsivement les Écritures et des traités de théologie dans une tentative contradictoire de comprendre la nature du mal qu'il avait embrassé. Ses appartements se remplirent de livres sacrés qu'il étudiait avec la même intensité que les grimoires démoniaques, cherchant des passages pouvant justifier ou expliquer ses actions. Parfois, il passait des nuits entières à lire à haute voix des extraits de l'Apocalypse ou du livre de Job, comme s'il cherchait des signes divins qui ne venaient jamais. Cette contradiction entre ferveur religieuse et pratique satanique le plongeait dans des états d'agitation extrême, alternant moments de mysticisme fervent et crises de désespoir, le laissant prostré pendant des jours. En 1439, la situation financière de Gilles devint totalement insoutenable. Il avait presque tout vendu, congédié la majorité de ses serviteurs, et ses créanciers pressaient des paiements qu'il ne pouvait honorer. Prelati, réalisant que la source de financement se tarissait, proposa une ultime tentative désespérée, un rituel d'invocation démoniaque si puissant qu'il assurerait la manifestation immédiate de Satan en personne. Selon l'Italien, il faudrait sacrifier simultanément 7 enfants vierges, utiliser leur graisse pour créer une bougie gigantesque qui brûlerait pendant 3 jours consécutifs. Le rituel devait se dérouler lors d'une éclipse lunaire, dans un cercle magique peint avec du sang frais, tandis que des prières sataniques étaient entonnées en latin archaïque. La préparation de ce rituel final consomma des mois. Gilles fit enlever des enfants de villages éloignés pour éviter les soupçons locaux, les gardant dans des cachots séparés pour s'assurer qu'ils restaient vierges et purs. Il fit construire un nouveau laboratoire encore plus vaste dans les sous-sols les plus profonds du château, décorés de fresques sataniques, peintes par des artistes ensuite exécutés pour garantir le secret. La bougie géante fut réalisée avec la graisse de dizaines de victimes précédentes, mesurant près de 2 mètres de hauteur et imprégnée de sang de nouveau-nés. Lorsque la nuit de l'éclipse arriva enfin, Gilles descendit dans les sous-sols, vêtu d'une tunique noire brodée de fils d'or, portant une dague cérémonielle dont le manche était incrusté de rubis brillants comme des gouttes de sang. Le rituel commença à minuit, alors que l'éclipse atteignait son apogée. Les 7 enfants, âgés de 5 à 10 ans, furent amenés un par un dans le cercle magique, tandis que Gilles et Prelati entonnaient des invocations résonnant dans les voûtes de pierre comme des cris de damnés. Chaque sacrifice était exécuté, selon des techniques spécifiques décrites dans les plus anciens grimoires, le sang étant versé en motifs géométriques destinés à ouvrir des portes vers les dimensions infernales. La bougie gigantesque fut allumée avec une flamme alimentée par le sang des victimes, et sa lueur bleuâtre emplissait le laboratoire de ombres dansantes semblant prendre vie. Pendant des heures, Gilles hurla des invocations démoniaques jusqu'à perdre sa voix, suppliant la manifestation de Lucifer et offrant son âme en échange d'un pouvoir illimité. Mais rien ne se produisit. Lorsque l'éclipse prit fin et que l'aube commença à blanchir le ciel, seul silence et odeur douce de la mort emplissaient le laboratoire. Gilles, épuisé et recouvert de sang séché, contempla les corps des enfants étendus sur le sol de pierre et comprit enfin qu'il avait été trompé. Prelati, remarquant le changement d'humeur de son maître, tenta d'expliquer que peut-être les démons testaient sa dévotion et qu'il faudrait plus de temps et d'autres sacrifices. Mais Gilles l'interrompit d'un regard glacial qui glaça le sang de l'Italien. Pour la première fois depuis des années, ses yeux retrouvèrent une clarté terrible, comme s'il se réveillait enfin d'un cauchemar qu'il avait lui-même créé. Ce qui s'ensuivit fut un massacre d'une brutalité surpassant tout ce qui s'était produit jusque-là. Gilles tua Prelati de ses propres mains, l'étranglant lentement, tandis que l'Italien suppliait désespérément des explications sur l'échec des rituels. Puis il se tourna contre les serviteurs ayant participé au sacrifice, les exécutant un à un, avec une froideur mécanique contrastant avec la passion qu'il avait montrée lors des rituels.
En quelques heures, tous ceux qui connaissaient ses secrets étaient morts, leurs corps éparpillés dans les couloirs souterrains comme des marionnettes brisées. Le château de Machecoul se transforma en une nécropole silencieuse où seul Gilles arpentait parmi les cadavres et les ombres, enfin seul avec l'ampleur de ses crimes. Durant les jours qui suivirent le massacre, Gilles erra dans les pièces vides tel un fantôme de lui-même. Son apparence, déjà altérée par des années d'obsession, devint encore plus terrifiante. Ses vêtements luxueux cédèrent la place à des haillons souillés de sang. Sa barbe devint hirsute et sale, et ses yeux prirent une qualité sauvage rappelant celle d'un animal blessé. Il se parlait sans cesse, parfois murmurant des prières, d'autres fois hurlant des blasphèmes contre Dieu et le diable qui l'avait abandonné. Dans les miroirs du château, il ne reconnaissait plus le jeune baron élégant qu'il avait un jour été, fierté de la noblesse française. À sa place, il voyait une créature pitoyable et maudite, marquée à jamais par les crimes qu'il avait perpétrés. La découverte de ces crimes intervint grâce à Pierre de l'Hôpital, un noble breton enquêtant sur la disparition de son propre fils dans les terres de Gilles. Pierre avait engagé des espions parvenant à pénétrer dans le château pendant la confusion suivant le massacre des serviteurs, découvrant des preuves irréfutables des meurtres dans les laboratoires souterrains. Les crânes d'enfants, les instruments de torture, les journaux détaillés de Gilles, les bougies en graisse humaine, tout fut documenté et rapporté aux autorités ecclésiastiques et séculières. Lorsque les soldats du duc de Bretagne arrivèrent à Machecoul en septembre 1440, ils trouvèrent Gilles assis sur son trône, vêtu d'une tunique ensanglantée, entouré des corps en décomposition de ses dernières victimes. Le procès de Gilles de Retz commença en octobre 1440 devant un tribunal présidé par l'évêque de Nantes et le duc de Bretagne. Les accusations incluaient hérésie, sodomie, meurtre, nécromancie et pacte avec le diable. Pendant des semaines, des témoins relatèrent les disparitions d'enfants, les pratiques sataniques au château et les horreurs découvertes dans les laboratoires souterrains. Le propre Gilles, d'abord provocateur et arrogant, s'effondra progressivement sous le poids des preuves. Ses tentatives de nier les crimes furent démenties par les journaux qu'il avait lui-même rédigés, documentant chaque sacrifice avec un détail méticuleux. Les juges, rompus aux affaires criminelles, furent visiblement ébranlés en entendant les récits des bougies en graisse humaine et des expériences de torture. Le 21 octobre 1440, confronté aux preuves irréfutables et sous la menace de la torture judiciaire, Gilles finança par avouer ses crimes devant le tribunal. Sa confession, lue d'une voix tremblante pendant plus de 2 heures, choqua jusqu'aux juges les plus aguerris. Il admit avoir tué personnellement plus d'une centaine d'enfants, décrivant les méthodes de torture, les rituels sataniques et la fabrication des bougies macabres avec une franchise presque scientifique. Il expliqua comment il avait progressivement perdu son humanité, se transformant en une créature animée uniquement par la soif de pouvoir surnaturel et le plaisir sadique. Lorsqu'il eut fini de parler, un silence mortel s'abattit sur le tribunal, uniquement brisé par les sanglots étouffés de quelques personnes incapables de contenir leur émotion. La sentence fut prononcée 3 jours plus tard, mort par pendaison et brûlage, avec confiscation de tous les biens restants. Gilles accueillit le verdict avec un calme surprenant, comme s'il avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait depuis des années. Dans les derniers jours précédant son exécution, il manifesta des signes de repentir sincère, demandant pardon aux familles des victimes et consacrant ses derniers biens à des messes pour les âmes des enfants assassinés. Certains observateurs suggérèrent que cette transformation finale n'était qu'une mise en scène, mais d'autres perçurent une sincérité désespérée dans ses gestes de contrition. Le matin du 26 octobre 1440, des milliers de personnes se rassemblèrent sur la place de Nantes pour assister à l'exécution du Baron Bleu, surnom que la presse de l'époque lui avait attribué en raison des vêtements qu'il portait à ses jours de gloire. Lorsqu'il fut conduit à la potence, son apparence était méconnaissable.
Le jeune héros ayant combattu aux côtés de Jeanne d'Arc s'était mué en une figure squelettique, les cheveux grisonnants et les yeux enfoncés, semblant contempler des paysages invisibles. Il était vêtu d'une simple tunique de pénitent, et ses mains, autrefois habiles au maniement de l'épée et des instruments de torture, tremblaient de manière incontrôlable, tandis qu'il tenait un crucifix de Boès, le bourreau, un homme expérimenté ayant exécuté des centaines de criminels, confessa plus tard n'avoir jamais vu un condamné aussi serein face à la mort. Gilles monta sur l'échafaud sans assistance, s'adressa à la foule d'une voix claire et demanda pardon pour les crimes qu'il avait commis. Il déclara que son âme était enfin en paix, qu'il avait retrouvé Dieu après des années passées à errer dans les ténèbres et qu'il espérait que sa mort serve d'exemple à ceux qui pourraient être tentés par les voies du mal. Lorsque la corde fut placée autour de son cou, il murmura une prière que personne ne parvint à entendre entièrement. Mais des témoins jurèrent avoir distingué les mots « pardon » et « enfants innocents » parmi ces derniers murmures. L'exécution eut lieu à 9 heures du matin, sous un ciel gris menaçant de pluie. Lorsque la trappe s'ouvrit et que Gilles chuta, un silence total s'empara de la place, seulement interrompu par le grincement de la corde et les gémissements étouffés de quelques femmes dans la foule. Son corps balança longuement avant de devenir immobile, puis fut descendu pour être brûlé sur un bûcher préparé spécialement pour l'occasion. Les flammes consumèrent rapidement la silhouette frêle de l'ancien baron, et en quelques heures ne restèrent que des cendres qui furent dispersées dans la Loire afin qu'aucun vestige physique de Gilles de Retz ne demeure sur la terre. Dans les semaines qui suivirent l'exécution, des expéditions furent organisées pour explorer complètement les sous-sols du château de Machecoul. Ce qu'elles trouvèrent dépassa les pires supputations. Chambres secrètes remplies de squelettes d'enfants, fours où des os encore carbonisés attestaient de massacres récents, et dépôts renfermant des centaines de bougies faites en graisse humaine. Les enquêteurs découvrirent également une bibliothèque personnelle de Gilles contenant plus de 200 volumes sur la magie noire, certains écrits à l'encre que des analyses ultérieures révélèrent être du sang humain. Des cartes détaillées des propriétés montraient l'emplacement de fosses clandestines, où d'autres corps avaient été exhumés, portant le nombre total de victimes à des chiffres qui choquèrent même les observateurs habitués à la violence médiévale. Parmi les découvertes les plus perturbantes figura un journal intime, dans lequel Gilles consignait non seulement les détails techniques des meurtres, mais aussi ses réflexions personnelles sur la nature du mal et de la rédemption. Des pages entières étaient consacrées à décrire ses sentiments pendant les rituels, révélant un esprit ayant plongé dans des abîmes de dépravation rarement documentés dans l'histoire humaine. Aujourd'hui, j'ai compris que Dieu m'a totalement abandonné, écrivit-il dans une entrée datée de 1438, et que seules les ténèbres peuvent offrir un semblant de sens à mon existence maudite. D'autres passages révélaient des lueurs de conscience quant à l'horreur de ses actes, suivies de justifications élaborées, rationalisant la poursuite de ses crimes. L'impact psychologique de ces découvertes sur les enquêteurs fut dévastateur. Plusieurs soldats ayant participé aux fouilles développèrent des cauchemars récurrents et quittèrent le service militaire, incapables de surmonter la magnitude des horreurs qu'ils avaient contemplées. Pierre de l'Hôpital lui-même, dont les investigations initiales avaient conduit à la découverte des crimes, ne se remit jamais complètement du traumatisme d'avoir vu confirmer ses pires craintes concernant le sort de son fils. Des années après, il errait encore dans les tavernes, en racontant des détails macabres que peu de gens avaient le courage d'écouter, semblable à un homme condamné à revivre éternellement le moment où l'innocence de sa foi en l'humanité fut brisée à jamais. Les châteaux restants de Gilles furent progressivement démolis par ordre ducal, leurs pierres dispersées ou réutilisées dans des constructions profanes pour éviter qu'ils ne deviennent des lieux de pèlerinage macabres. Mais la destruction physique ne parvint pas à effacer la mémoire des crimes, qui se répandirent à travers la France via des ballades populaires, des sermons ecclésiastiques
et des récits de voyageurs. Le nom de Gilles de Retz devint synonyme de mal absolu, une référence culturelle qui perdura pendant des siècles comme exemple extrême de la capacité humaine au mal. Les mères françaises en vinrent à évoquer son histoire pour effrayer les enfants désobéissants, et son personnage évolua progressivement en figure folklorique inspirant des siècles plus tard les contes du Barbe Bleue. Mais peut-être, l'aspect le plus troublant du legs de Gilles n'était pas la monstruosité de ses crimes, mais la normalité de ses premières années. Voici un homme qui avait commencé la vie bénéficiant de tous les avantages imaginables. Richesse, position sociale, éducation raffinée et même l'opportunité de participer à une cause véritablement noble aux côtés de Jeanne d'Arc. Sa transformation de héros national en monstre sadique soulevait des questions hantant sur la nature humaine et la fragilité de la civilisation. Si quelqu'un comme Gilles, né dans la noblesse et élevé aux plus hautes valeurs chrétiennes, pouvait sombrer dans une telle dépravation, quelle espérance restait-il pour l'humanité dans son ensemble? Les théologiens de l'époque se penchèrent sur le cas, tentant de comprendre comment Dieu avait pu permettre qu'une telle méchanceté prospère. Certains soutenaient que Gilles représentait un test divin de la foi collective, une épreuve similaire aux tribulations décrites dans le livre de Job. D'autres voyaient dans son histoire une démonstration de la nécessité absolue de la grâce divine pour maintenir l'humanité dans le droit chemin. D'autres encore murmuraient en privé que peut-être Satan lui-même avait marché sur terre sous la forme de Gilles de Retz, utilisant un corps humain pour perpétrer des horreurs qu'aucun mortel ordinaire n'aurait pu concevoir. La question de la culpabilité collective hanta également les contemporains du baron. Comment tant de personnes avaient-elles permis que ces crimes perdurent si longtemps? Des centaines de serviteurs, de soldats, de nobles mineurs et de clercs avaient côtoyé Gilles durant ces années de dégénérescence, et beaucoup devaient avoir soupçonné qu'il se tramait quelque chose de terrible dans ces domaines. Le silence complice de la société féodale, où la parole d'un seigneur était loi absolue et contester l'autorité équivalait à une mort certaine, avait créé l'environnement idéal pour que le mal prospère sans entrave. Cette réflexion força une réévaluation douloureuse des structures sociales médiévales et du prix que la société payait pour sa hiérarchie inflexible. L'Église catholique dut également faire face à de difficiles questionnements sur sa responsabilité dans cette affaire. Gilles avait été éduqué dans des institutions religieuses, participait régulièrement aux sacrements et finançait des œuvres de charité chrétienne en même temps qu'il perpétrait ses crimes les plus horribles. Comment les leaders spirituels avaient-ils pu manquer de détecter ou de prévenir une telle corruption spirituelle? La réponse officielle mit l'accent sur le libre arbitre et la capacité humaine de choisir le mal, même exposé au bien, mais cette explication ne satisfaisait pas ceux qui cherchaient à comprendre les racines les plus profondes de la monstruosité. Dans les années suivant son exécution, des récits de phénomènes surnaturels apparaissaient dans les anciennes propriétés de Gilles. Des paysans affirmaient entendre des cris d'enfants provenant des ruines du château de Machecoul lors des nuits orageuses. Des voyageurs racontaient avoir aperçu une silhouette spectrale errant dans les cours en ruine, portant toujours une bougie dont la flamme bleuâtre brûlait malgré la pluie torrentielle. Certains juraient avoir vu des enfants fantomatiques jouer dans les jardins abandonnés, disparaissant soudain dès qu'on s'en approchait. Bien que l'Église décourageât officiellement ces superstitions, de nombreux clercs locaux croyaient en secret que les crimes de Gilles avaient marqué cette terre de façon permanente, créant une cicatrice spirituelle qui ne se refermerait jamais totalement. L'influence de Gilles de Retz s'étendit bien au-delà de son époque, inspirant des générations d'écrivains, d'artistes et de criminologues à explorer les profondeurs du mal humain. Son histoire devint l'un des premiers cas documentés de tueurs en série dans l'Occident médiéval, étudié par des universitaires cherchant à comprendre les comportements des prédateurs sadiques.
La minutie de ses archives personnelles offrit un aperçu unique sur l'esprit d'un meurtrier alliant intelligence supérieure et dépravation absolue, esquissant un profil psychologique anticipant de plusieurs siècles les études modernes sur la psychopathie. Pendant la Renaissance, des humanistes tels que Montaigne se penchèrent sur le cas de Gilles comme exemple de la faculté humaine de contenir à la fois le divin et le démoniaque en une seule personnalité. La contradiction apparente entre ses premières années héroïques et sa dégénérescence ultérieure remettait en question les notions simplistes sur la nature humaine dominante au Moyen Âge. Gilles ne fut ni simplement un homme né mauvais, ni un saint corrompu par des influences extérieures, mais une créature complexe dont l'histoire révélait la terrible malléabilité de l'âme humaine, exposée à des circonstances extrêmes. La fabrication des bougies en graisse humaine en particulier continua d'obséder l'imaginaire collectif européen. Cette pratique, combinant sacrilège religieux, profanation des corps et usage blasphématoire de dépouilles innocentes, représentait une forme de mal transcendant les limites habituelles de la dépravation humaine. Le fait que Gilles ait transformé ses victimes en objets utilitaires pour ses rituels ajoutait une dimension de déshumanisation résonnant dans les crimes ultérieurs à travers l'histoire. L'image de bougie faite en graisse d'enfant devint un symbole puissant du mal absolu, cité dans des textes littéraires et des traités théologiques comme exemple suprême de la capacité humaine à profaner le sacré. Des études ultérieures révélèrent que Gilles n'était pas un cas isolé, mais le plus extrême représentant d'une culture aristocratique confondant souvent pouvoir absolu et impunité morale totale. D'autres nobles de l'époque commirent des abus semblables, bien que rarement à une échelle aussi grandiose ou avec une documentation aussi détaillée. La différence cruciale résidait dans le fait que Gilles combinait sadisme aristocratique et obsession occultiste, créant une synergie destructrice amplifiant sa capacité à infliger la souffrance. Son éducation raffinée, loin de constituer une barrière morale, lui fournissait des outils intellectuels pour rationaliser et systématiser sa monstruosité de manière qu'un criminel ordinaire n'aurait jamais pu concevoir. La quête désespérée de Gilles pour un pouvoir surnaturel reflétait également des angoisses plus larges de la société médiévale tardive, confrontée à des bouleversements sociaux, économiques et religieux, remettant en cause les certitudes établies. La guerre de 100 ans avait ravagé la France, la peste noire décimait des populations entières, et le grand schisme divisait la chrétienté. Dans ce contexte d'insécurité existentielle, la promesse d'un contrôle magique sur des forces surnaturelles exerçait un attrait puissant sur les esprits déjà fragilisés par la perte de repères stables. Gilles incarnait cette quête désespérée de certitude et de maîtrise, portée à des extrêmes révélant l'insuffisance spirituelle sous-jacente à sa sophistication culturelle apparente. Lorsque l'on contemple la figure de Gilles de Retz à travers la perspective des siècles, surgissent des questions dépassant son époque spécifique et touchant aux aspects fondamentaux de la condition humaine. Son histoire nous force à affronter la réalité que la civilisation est une conquête fragile, constamment menacée par des pulsions destructrices potentiellement présentes en chacun de nous. Le fait que quelqu'un éduqué aux plus hautes valeurs de la culture occidentale puisse sombrer dans une barbarie aussi extrême suggère que la distance entre civilisation et sauvagerie est moindre que ce que l'on voudrait admettre. Il n'existe aucune garantie absolue qu'éducation, religion ou position sociale protège un individu de la tentation de céder au mal lorsque les circonstances convergent de manière fatale. L'histoire de Gilles illustre également comment le pouvoir incontrôlé peut corrompre jusqu'aux meilleures intentions initiales. Son engagement auprès de Jeanne d'Arc représentait véritablement un instant d'idéal et de dévotion à une cause noble. Mais lorsque cette cause fut brisée par la mort de la pucelle, le même pouvoir susceptible d'avoir servi à des fins constructives se retourna vers la destruction pure.
Cette transformation ne fut pas instantanée, mais progressive, chaque transgression morale rendant la suivante plus aisée à justifier. Cette progression graduelle de la corruption morale offre des leçons précieuses sur l'importance d'une vigilance constante contre les tentations du pouvoir absolu. Peut-être l'aspect le plus choquant de la saga de Gilles réside-t-il dans sa capacité à révéler la faculté humaine de compartimenter des contradictions morales extrêmes. Il parvint à entretenir simultanément dévotion religieuse apparente et pratiques sataniques réelles, charité publique et cruauté privée, raffinement culturel et barbarie primordiale. Cette capacité à soutenir des contradictions fondamentales suggère que la cohérence morale peut être plus rare et fragile que ce que l'on suppose. L'esprit humain semble capable de forger des justifications élaborées pour presque tout, un comportement, aussi manifestement maléfique soit-il aux yeux des témoins extérieurs. L'obsession de Gilles pour les bougies en graisse humaine symbolise également une perversion particulière de la quête humaine de transcendance spirituelle. À travers l'histoire, l'homme a cherché à se connecter au divin à travers des rituels impliquant la lumière, qu'il s'agisse de bougies allumées dans les églises, de feux lors de célébrations païennes ou de lampes dans les temples orientaux. Gilles corrompit cet élan universel, transformant la lumière sacrée en un instrument de profanation. Ces bougies macabres représentaient une anti-transcendance, une quête de pouvoir spirituel, niant totalement les valeurs de compassion et de respect de la vie que toute religiosité authentique se doit de promouvoir. Le silence entourant ces crimes pendant tant d'années révèle également des aspects troublants de la complicité sociale et de la facilité avec laquelle les sociétés peuvent ignorer les souffrances lorsqu'elles servent leurs intérêts. Des dizaines de personnes ont dû savoir ou du moins soupçonner la vérité concernant les disparitions d'enfants, mais la peur, l'avidité ou simplement la commodité les ont maintenus dans le silence. Cette complicité passive créa l'environnement propice à la perpétration des crimes, démontrant que le mal ne fonctionne presque jamais en isolement total, mais dépend souvent de la collaboration tacite de communautés entières, choisissant de ne pas voir ce qu'elles préfèrent ne pas affronter. Lorsque Gilles affronta finalement la justice en 1440, sa confession révéla non seulement les détails de ses crimes, mais aussi l'échec spirituel total ayant permis leur réalisation. Ses paroles au tribunal, décrites par des témoins comme dépourvues de toute émotion humaine authentique, suggéraient qu'il s'était transformé en quelque chose de fondamentalement différent d'un être humain ordinaire. Le détachement quasi scientifique de sa description des tortures et des meurtres indiquait une rupture complète avec l'empathie basique permettant à l'homme de reconnaître la souffrance d'autrui comme moralement pertinente. Ironiquement, ce ne fut que face à la mort que Gilles sembla retrouver des bribes d'humanité. Ses derniers jours en prison, marqués par un repentir sincère et des tentatives désespérées de se réconcilier avec Dieu, suggérèrent que même dans l'âme la plus corrompue subsiste une étincelle de conscience morale pouvant se réveiller face à l'éternité. Cette transformation finale, qu'elle fût authentique ou simulée, soulève des questions complexes sur la rédemption et la possibilité du pardon pour des crimes semblant dépasser les limites du pardonnable. L'exécution de Gilles, observée par des milliers de spectateurs, représenta davantage que la mort d'un criminel. Ce fut un rituel collectif de purification, une tentative pour la société de se débarrasser symboliquement de la contamination morale que ces crimes avaient représentée. Mais comme les événements ultérieurs le montrèrent, brûler son corps ne supprima pas son influence culturelle, ni ne répondit aux questions fondamentales que sa vie avait soulevées sur la nature humaine, le pouvoir et la responsabilité morale. Au bout du compte, l'histoire de Gilles de Retz demeure l'un des exemples les plus extrêmes de la capacité humaine, tant pour le bien que pour le mal. Sa métamorphose de héros national en monstre sadique sert d'avertissement perpétuel sur la fragilité de la civilisation et la nécessité d'une vigilance constante contre les pulsions destructrices potentiellement présentes dans toutes les sociétés humaines.
Les bougies fabriquées à partir de la graisse de ces victimes enfantines continuent de brûler métaphoriquement dans la mémoire collective, éclairant de leur lueur sinistre les recoins les plus obscurs de l'âme humaine, et nous rappelant que la distance entre la lumière et les ténèbres, entre la sainteté et la perdition, peut être plus mince que nous n'osons l'imaginer jamais.